Aujourd'hui, on va parler d'un métal lourd dont on entend assez souvent parler en ce moment, hein. Il serait partout dans notre alimentation, partout dans l'environnement. Ce métal, c'est quoi? C'est le cadmium. C'est pas le sujet le plus glamour, mais si on s'intéresse sérieusement à la nutrition, à la santé de façon générale, le cadmium, vis-à-vis des nouvelles données dont on a entendu parler encore et encore ces dernières semaines, mérite vraiment qu'on s'y penche. Dans cet épisode, on va faire ce que NutriCode essaye de faire à chaque fois. On va décortiquer la biochimie de façon rigoureuse, on va regarder les données humaines disponibles, les données mécanistiques, on va nuancer ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas encore dire, et on va finir sur des leviers concrets et actionnables. Parce que l'objectif, c'est de comprendre pour agir et pas de faire peur pour rien. Alors c'est parti. Qu'est-ce que le cadmium et pourquoi il est dans notre alimentation? Donc le cadmium, c'est un métal de transition. Alors si jamais tu as fait de la chimie, tu te souviens de son numéro atomique 48, hein. Dans la nature, il existe pratiquement jamais à l'état pur. Il est presque toujours associé à d'autres métaux, notamment le zinc, on y reviendra. Et il se trouve naturellement dans les sols à de très faibles concentrations. Le problème, c'est que l'activité industrielle a massivement redistribué ce cadmium dans l'environnement, la métallurgie par exemple, mais surtout la production d'engrais phosphatés. On y reviendra juste après. Il y a aussi l'incinération de déchets, etc., etc. Bref, tout un tas de process industriels qui ont dispersé des quantités non négligeables de cadmium dans les sols agricoles. Les plantes, elles, font pas vraiment l'indistinction, hein. Elles vont absorber le cadmium par leurs racines, exactement comme elles absorbent d'autres minéraux. Et donc ça signifie qu'une grande partie de notre exposition au cadmium passe par l'alimentation. Selon l'EFSA, donc pour rappel, l'autorité européenne de sécurité des aliments, elle montre que l'exposition alimentaire au cadmium, ça va être principalement, en tout cas pour l'adulte européen, ça va être via les céréales notamment complètes, les légumes, particulièrement les légumes racines, je pense notamment à la pomme de terre, les légumineuses. On a aussi les fruits de mer et les abats qui constituent des sources importantes, mais là pour le coup leur consommation elle est généralement largement moins fréquente et c'est pas vraiment une source d'inquiétude. Il y a une source souvent méconnue pour le coup, mais qui est très significative et dont je viens de parler, c'est les engrais phosphatés. Donc en fait, le phosphate naturel, il va contenir naturellement du cadmium, et donc quand on épand ces engrais sur les champs, forcément, le cadmium va s'accumuler progressivement dans les sols agricoles sur des décennies. Et ça, c'est un problème qui est très bien documenté depuis longtemps. On a par exemple Smulders et Hall, dans une étude publiée en 2008, qui ont analysé 196 échantillons d'engrais phosphatés provenant de 12 pays européens, et ils ont montré que ces engrais constituaient une source majeure d'enrichissement de tous les sols en cadmium. Et ça, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles certaines régions agricoles vont présenter des concentrations en cadmium beaucoup plus élevées que dans d'autres sols non agricoles, qui vont être plus bas. Donc on a bien évidemment aussi une mention honorable, on va dire, pour le tabac, hein. Pourquoi? Parce que la plante de tabac, elle est particulièrement forte pour accumuler le cadmium, on va dire. Et la fumée de cigarette, c'est une source d'exposition qui est non négligeable. On a plein de revues qui l'ont déjà montré. Je pense notamment à Akeson et Hall en 2009. On y reviendra sur celle-là tout à l'heure. En gros, ils ont montré que les fumeurs avaient une absorption de cadmium qui était significativement supérieure à celle des non-fumeurs. Bon, par contre, dans cet épisode, on va principalement se concentrer sur l'exposition alimentaire parce que, évidemment, si tu es fumeur, l'objectif numéro un, ça sera d'arrêter de fumer pour réduire ton exposition, mais je vais partir du principe que la plupart d'entre vous ne l'est pas. Alors, maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler un petit peu de toxicologie du cadmium, hein. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le corps avec ce cadmium? Donc, la biochimie et la toxicologie du cadmium, c'est hyper important parce que ça va nous permettre de comprendre pourquoi il va poser problème, comment il va rester dans le corps, comment il se distribue et pourquoi il reste et qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut faire des choses à ce propos-là. Donc, la première étape, c'est l'absorption, intestinale évidemment. Et là, il y a quelque chose de très important qui se passe, on va y revenir plusieurs fois dans la suite du podcast, c'est que le cadmium, il va emprunter les mêmes voies de transport que le zinc et le fer. Ce transporteur, il s'appelle le DMT1. Et ce DMT1, c'est un transporteur membranaire qui, normalement, va être là pour faire rentrer le fer dans les cellules intestinales. Il y a un problème avec ce transporteur, alors c'est pas vraiment un problème, mais dans cette situation-là, ça peut le devenir, c'est qu'il va pas faire la différence vraiment entre le fer divalent et d'autres cations divalents, comme le cadmium. Et le cadmium va donc pouvoir entrer en utilisant exactement les mêmes portes que le fer. C'est hyper important à comprendre. Ça veut dire que si quelqu'un est en carence martiale, donc en carence de fer, c'est loin d'être rare, hein. Je pense notamment chez les femmes en âge de procréer avec des menstruations abondantes, des personnes qui seraient, par exemple, végétaliennes, etc. Eh bien, généralement, ce qui peut se passer, c'est une surexpression
de ce DMT1 pour capter plus de fer, hein, parce que l'organisme est en manque et il en veut plus. Le problème, c'est que si DMT1 pardon, est surexprimé, bah, on va avoir évidemment plus de cadmium qui va être capté. Ce mécanisme, il est bien documenté, par exemple dans les travaux de Berglund en 94, qui a montré que chez les femmes non fumeuses, c'est important, qui ont des réserves en fer plus basses, bah, ça allait être fortement associé aux concentrations sanguines en cadmium. Donc en gros, hein, plus on a des réserves de fer qui sont basses, plus on va avoir une absorption du cadmium qui va être élevée. Ce lien, il a été confirmé et discuté dans d'autres travaux, hein, je pense notamment, encore une fois, à la revue d'Akeson en 2009. L'absorption intestinale du cadmium chez des adultes en bonne santé, elle est estimée entre 3 et 8% de ce qui est ingéré. Donc c'est relativement faible hein, quand on pense par exemple au plomb, où là le pourcentage va être supérieur, mais ça peut suffire à poser problème hein, sur le long terme, notamment quand les expositions sont beaucoup plus répétées et quotidiennes, on va dire, que peut l'être celle du plomb, en tout cas pas en même quantité sur le long terme. Maintenant, une fois qu'il est absorbé ce cadmium, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va passer dans le sang et là, on a quelque chose d'intéressant qui se produit. C'est le foie qui va fabriquer une protéine spéciale qu'on appelle une métallothionéine. Donc, qu'est-ce que c'est une métallothionéine? Donc, c'est une petite protéine qui est riche en cystéine et qui va avoir une affinité très élevée pour les métaux lourds. Le zinc et le cuivre d'abord, mais aussi le cadmium. Donc, quand le cadmium il arrive dans la circulation, en fait, le foie va le capter et le lier hein, à cette métallothionéine. Et ça, c'est un mécanisme de détoxification. Pendant ce temps-là, on va avoir notre cadmium qui va se lier à cette protéine-là, et on va avoir un complexe qui va être formé, et ce complexe, c'est le complexe cadmium-métallothionéine. Il va être relativement stable, et surtout moins toxique que le cadmium libre, hein. Ça, c'est un point fondamental, et ça touche de nombreux métaux. Leur forme complexe va être beaucoup moins problématique que la forme libre. Et ça vaut aussi pour les métaux de votre quotidien dont vous avez besoin, je pense notamment au cuivre. Il faut imaginer un petit peu la métallothionéine comme une cage dorée, hein. Elle va séquestrer le cadmium, elle va l'empêcher de circuler librement et de faire des dégâts immédiats, on va dire. Le souci, c'est que cette cage, elle va finir par voyager jusqu'au rein. Et là, notre complexe cadmium-métallothionéine, il va être filtré par des glomérules rénaux, il va être réabsorbé dans les cellules tubulaires. Et le problème, c'est que dans ces cellules, bah, la métallothionéine, elle va être dégradée par des enzymes lysosomales, et ça va libérer le cadmium à l'intérieur sous forme ionique, à l'intérieur de la cellule rénale. Et ça nous donne du cadmium libre dans une cellule, et c'est ça qui est toxique, et c'est ça qui s'accumule. La demi-vie biologique du cadmium, on l'estime hein, entre 10 et 30 ans dans les cellules rénales. Donc c'est effectivement très très long, hein. On a encore une fois la même revue d'Akeson qui l'a confirmé en 2009. C'est assez cohérent avec l'ensemble des données de toute la littérature toxicologique. Et c'est peut-être la donnée la plus importante de tout cet épisode, hein. Le cadmium, il s'accumule tout au long de la vie et l'organisme n'a malheureusement pratiquement aucun mécanisme efficace pour l'éliminer. Et c'est encore une fois ce qu'on appelle en toxicologie un bioaccumulateur ou un toxique lésionnel. Donc concrètement, maintenant qu'on sait tout ça, comment le cadmium détruit les cellules rénales? On a plusieurs mécanismes qui vont être impliqués. Je vais passer assez rapidement dessus, hein. Le premier, c'est probablement le plus important, ça va être des mécanismes de stress oxydatif. Le cadmium, il est entre autres capable de déplacer le fer et le cuivre, et ça va les libérer, les rendre libres et leur permettre de participer à différents types de réactions. Je pense notamment à la réaction de Fenton, qui va permettre de générer des radicaux libres, des radicaux hydroxyles. Et ça, généralement, derrière, ça va pouvoir entraîner du stress oxydatif et des dommages aux membranes cellulaires, aux protéines, à l'ADN, etc. On a un deuxième mécanisme, c'est l'interférence avec le système de réparation de l'ADN en tant que tel, parce que le cadmium va inhiber plusieurs enzymes impliquées dans cette réparation. Et ça va potentiellement pouvoir favoriser l'accumulation de mutations. Et c'est pour ça que le CIRS, hein, donc le Centre international de recherche sur le cancer, a classé le cadmium en groupe 1, hein, c'est-à-dire cancérigène certain pour l'humain. Et donc ça, malheureusement, on retrouve des associations, notamment avec le cancer du rein, justement, et du poumon. On a un troisième mécanisme, c'est la perturbation des voies de signalisation calcique, on y reviendra hein, sur le calcium. Donc le cadmium, il peut imiter le calcium dans certaines réactions enzymatiques, mais de façon un petit peu dysfonctionnelle. Il va interférer avec des kinases et des phosphatases et il va venir perturber différents mécanismes. Le calcium est impliqué dans énormément de mécanismes cellulaires et de communication cellulaire. Donc le cadmium là, va pouvoir interférer avec tout un tas de mécanismes, je pense notamment à l'apoptose, et donc il va pouvoir déclencher une mort cellulaire un petit peu non régulée.
On a d'autres métaux lourds, hein, qui peuvent avoir ce même problème. Je pense notamment au plomb qui va avoir des affinités sur les sites de liaison du zinc et qui va pouvoir se mettre, en fait, remplacer le zinc sur certaines voies de signalisation. Et derrière, c'est un petit peu la même chose ici, hein. Il se met sur le site, mais il fonctionne un petit peu de façon dysfonctionnelle. Et donc, ça va perturber le fonctionnement de la voie de signalisation normale. Et notamment, avec le plomb, on va parler de saturnisme, hein. Donc, quand la peau va devenir bleue, pourquoi? Parce qu'il va pouvoir se fixer sur les sites de zinc dans la signalisation qui va être liée à la formation de l'hémoglobine et différents autres processus. Donc, on a exactement le même mécanisme ici avec le cadmium. Donc maintenant, l'expression clinique de tout ça, c'est quoi? Bah, c'est ce qu'on va appeler la dysfonction tubulaire rénale. On va avoir des premiers signes qui vont être relativement subtils généralement et qui vont pouvoir passer inaperçus. Donc ça se regarde avec son médecin, une protéinurie qui va être un petit peu abaissée, une cystatine C aussi qui va pouvoir commencer à être altérée, etc., etc., une glycosurie éventuellement. Bref, un tableau relativement classique, on va dire, de signes évocateurs d'une dysfonction rénale précoce. Et quand on se trouve dans des cas d'exposition chronique élevée, on peut évidemment aller jusqu'à l'insuffisance rénale franche, hein. Et on a plusieurs exemples assez dramatiques, notamment la maladie de Itai au Japon, hein, dans les années 40-50, où on a eu une contamination massive par le cadmium. Donc c'est une contamination qui était par des eaux d'irrigation. Et ça a provoqué d'énormes soucis chez des femmes, notamment ces femmes qui étaient souvent justement en carence en calcium et en vitamine D. Et donc on a eu tout un tas de dysfonctions sévères au niveau rénal, vis-à-vis des interférences aussi que le cadmium faisait avec le métabolisme du calcium et de la vitamine D, on y reviendra. Et ça a accéléré en fait la décalcification osseuse de façon assez dramatique, hein. Et ça s'était accompagné de douleurs intenses, et c'est d'où le nom, hein, l'espèce de Itai qu'on peut comprendre comme ai ai entre guillemets en japonais. Donc c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Alors évidemment, dans la plupart des pays développés, notamment en France, on est loin de ce niveau d'exposition, mais la question que pose la littérature, c'est est-ce que des niveaux beaucoup plus faibles d'exposition, mais chroniques sur des décennies, est-ce qu'on va observer quand même des effets subcliniques sur la fonction rénale comme je viens de l'expliquer? Parce que là, je parlais un petit peu du mécanistique. Et la réponse semble malheureusement être oui. On a plusieurs grandes études sur des données NANES aux États-Unis, hein, notamment celle de Ferraro et Hall publiée en 2010, ou encore celle de Madrigal et Hall publiée en 2009, qui ont effectivement montré que dans des populations générales, on allait avoir une association entre les concentrations de cadmium sanguin ou urinaire et une diminution du débit de filtration glomérulaire estimé. Donc attention quand même, hein, c'est des études observationnelles avec des associations, ça a tout un tas de limites, mais ça montre quand même une sorte de signal cohérent, et encore une fois, étant donné que ça se raccroche à la mécanistique, on est quand même c'est assez cohérent dans l'ensemble, donc c'est malheureusement pas bien glorieux. Maintenant qu'on sait tout ça, mais quels sont les aliments les plus riches en cadmium? Parce que si on veut réduire son exposition, bah déjà il faut savoir d'où ça vient. J'en ai parlé un petit peu au début, mais on a une source importante qui contribue à cette exposition totale, bah ça va être les céréales complètes, les céréales de façon générale, le blé, l'avoine, le riz, etc., qui vont accumuler pas mal de cadmium depuis les sols, notamment évidemment dans le grain lui-même, hein. Le riz, il est particulièrement efficace pour ça, surtout dans les sols inondés où on va avoir du cadmium qui va être plus biodisponible. On a la même logique avec l'arsenic, hein, pour le riz, étant donné qu'il est immergé. On a tout un tas de données intéressantes, notamment celle de l'EFSA en 2012 dont je parlais au début, qui indique que dans certaines régions d'Asie, le riz peut représenter une part disproportionnée de l'exposition au cadmium. On a ensuite le cacao, hein, qui mérite quand même une mention un peu spéciale. Pourquoi? Parce que les fèves de cacao sont aussi des accumulatrices très efficaces de cadmium. Et là, va y avoir une énorme différence au niveau des teneurs. On va avoir des teneurs qui sont particulièrement élevées dans le cacao d'Amérique du Sud, notamment au niveau du Pérou et de l'Équateur aussi éventuellement. Alors que quand on regarde le cacao qui proviennent d'Afrique, on va avoir des concentrations qui vont être bien inférieures. Ok, donc ça vient de la concentration des sols, hein, de façon générale. Donc on a des études analytiques qui montrent que le chocolat noir peut contenir des concentrations en cadmium significatives, parfois proches ou dépassant les limites réglementaires européennes. On a en 2014 par exemple un règlement qui a établi des limites maximales pour le cadmium dans le chocolat et les produits à base de cacao. Et donc ça, c'est une application qui est devenue effective en début 2019
Donc évidemment, c'est contrôlé, hein, c'est ça que ça veut dire finalement, hein, c'est pas une raison de bannir le chocolat noir. On a des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire, on a tout un tas d'effets intéressants au niveau de la santé pour le chocolat noir. Encore une fois, c'est quand même une variable à connaître. Et si jamais tu dois choisir ton cacao ou ton chocolat noir, privilégie plutôt le chocolat en provenance d'Afrique et pas celui en provenance d'Amérique du Sud. Surtout si tu en consommes beaucoup, hein. Si tu en consommes très peu finalement, bon, il n'y a peut-être pas d'intérêt à faire attention, mais si tu en consommes beaucoup, c'est une bonne solution. Ensuite, on va avoir les légumineuses, en particulier le soja et les lentilles, qui vont également pouvoir accumuler pas mal de cadmium dans leurs graines. Bon, quand on regarde la consommation en légumineuses en France, malheureusement, elle est assez basse, donc c'est pas vraiment une exposition qu'on peut considérer comme très significative. Mais étant donné qu'on favorise et qu'on cherche à favoriser la consommation de ces aliments de façon plus répétée, ça pourrait le devenir. En tout cas, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais les légumineuses ont une arme que n'ont pas certains autres aliments qui vont pouvoir aussi modérer ce risque d'exposition. J'y reviendrai après. On a, comme j'ai dit au début aussi, les abats, hein, particulièrement les reins, évidemment, donc les rognons de porc, par exemple, et le foie des bovins, par exemple, qui vont pouvoir être des sources concentrées. Donc, évidemment, le rein, parce que je l'explique depuis le début, hein, c'est le site de stockage principal, on va dire, donc l'organe d'accumulation principal du cadmium chez les mammifères. Donc, ça va poser problème. Mais on a aussi d'autres abats, hein, je parlais du foie, mais de façon générale, c'est pareil, c'est ce que je disais un petit peu au début, étant donné que monsieur et madame tout le monde n'en consomment pas tous les jours et que la consommation généralement elle reste assez modérée, c'est pas non plus une source d'inquiétude trop forte. Alors après, avec certaines modes qu'on voit sur les réseaux, etc., si on se met à en manger beaucoup plus souvent, ça peut devenir problématique, mais pas que pour le cadmium. Le foie, par exemple, pour la vitamine A ou d'autres métaux, pourrait également poser problème. Donc ça, de toute façon, c'est une règle un petit peu de bon sens général. Ça ne tient pas que pour le cadmium quand on cherche à modérer sa consommation d'ABA. Ça reste des aliments qui sont très intéressants d'un point de vue micronutritionnel quand même, hein. Donc encore une fois, il faut réfléchir de façon stratégique là-dessus. On va avoir les coquillages et les crustacés, hein, je pense aux moules, aux huîtres, aux crabes, qui vont pouvoir accumuler le cadmium depuis l'eau de mer. Les huîtres, hein, sont connues pour être de très fortes accumulatrices de zinc, et pour les mêmes raisons, comme je disais au début, vont aussi pouvoir accumuler du cadmium. Mais là aussi, généralement, les coquillages et les crustacés, c'est pas quelque chose qui est très très consommé, en tout cas très régulièrement en très grosse quantité, par la majorité des gens. Et ça reste, je pense notamment aux huîtres, hein, de superbes sources de micronutriments. Encore une fois, c'est pas une raison de les éliminer. Voilà, donc là, on a fait le tour un petit peu. On pourrait parler également de graines, je pense aux graines de lin, de tournesol, qui peuvent parfois contenir des teneurs qui sont non négligeables. Encore une fois, ce pas des aliments qui sont consommés en très grande quantité. Finalement, les aliments qui vont pouvoir représenter un apport qui est non négligeable, ça va être surtout ceux qu'on mange très régulièrement en très grosse quantité. Et là, je pense justement aux céréales, aux pommes de terre, à certains légumes, etc., etc. Donc, évidemment, comme j'ai dit pour tous les autres aliments, c'est pas parce qu'un aliment contient du cadmium qu'il faut l'éviter, hein, que ça soit le riz, les légumineuses, le chocolat noir, ce sont des aliments qui ont d'autres effets bénéfiques très documentés sur la santé. Donc l'objectif, c'est pas de créer de la peur alimentaire, hein. L'objectif, c'est quand même d'avoir une vision d'ensemble pour construire une stratégie plutôt raisonnée. Et donc, est-ce qu'on peut justement réduire, hein, la teneur en cadmium de ces aliments? On pourrait se dire ça. Ok, l'aliment en tant que tel en contient, mais est-ce qu'on peut le réduire? Alors, la réponse est oui, mais ça se passe principalement au niveau de la chaîne agricole et des chaînes de transformation. Donc pour les céréales, par exemple, le riz, le mode de cuisson peut effectivement faire une différence assez modeste. On a plusieurs études qui ont montré que cuire le riz en utilisant un grand volume d'eau, ce qu'on appelle un peu la méthode pasta, hein, pour cuire le riz, on va bien évidemment jeter l'eau après, ça pouvait réduire les teneurs en cadmium d'environ 20 à 35% selon les protocoles. On a tout un tas d'études différentes, hein, qui se sont concentrées là-dessus, et pas que pour le cadmium. On a exactement la même logique pour l'arsenic, notamment dans le riz, et de façon générale, en fait, tous les aliments qui en contiennent, en tout cas ceux dont j'ai parlé là, par exemple les céréales, les pommes de terre, le riz, les pâtes, bref, tous ces aliments-là,
en les cuisant dans des gros volumes d'eau, on va avoir la même chose, hein, globalement, qui va se passer. On va avoir une diminution des teneurs en cadmium. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une fuite des minéraux et des métaux, mais ça vaut aussi pour tous les autres minéraux et tout ce qu'on veut conserver, hein. C'est pas malheureusement sélectif, il n'y a pas que le cadmium qui va s'en aller. Donc après, encore une fois, c'est une question de stratégie. L'idée, c'est de savoir qu'on peut en tout cas réduire son exposition avec ce type de cuisson. Ensuite, on pourrait aussi parler par exemple du blé et de la mouture qui va faire une différence. Le son et le germe vont accumuler plus de cadmium que l'endosperme, donc ça signifie que paradoxalement, la farine blanche contient un peu moins de cadmium que la farine complète. Alors attention, là aussi, c'est pas un argument pour manger que de la farine blanche et d'éliminer tout ce qui est complet, hein, parce qu'on va encore une fois avoir des fibres, des micronutriments qui sont dans le grain entier et qui restent importants. Voilà. Donc encore une fois, c'est une question de nuance et éventuellement, si on est très très préoccupé par son exposition, voilà, par exemple dans certaines circonstances, je vais y revenir juste après, on peut temporairement essayer de réduire l'exposition, le temps de corriger ce qu'il y a à corriger, en utilisant ces stratégies, et puis après c'est une question d'équilibre, de mélanger un petit peu les deux. Pour le cacao, on a des techniques de fermentation et de torréfaction qui peuvent avoir une influence sur la bioaccessibilité du cadmium, mais là on n'a pas grand-chose en termes de données, donc on ne va pas trop s'attarder dessus. Et surtout, et c'est peut-être le plus important, c'est à l'échelle agricole. On a évidemment des travaux qui visent à réduire l'utilisation de ces engrais-là. On a des travaux de recherche aussi qui vont se pencher sur des amendements calcaires pour augmenter le pH des sols. Et donc, en augmentant le pH, on va réduire la biodisponibilité du cadmium pour les plantes directement. Et ça, c'est ce qui serait le plus intéressant parce que derrière, on a, c'est le principal. À partir du moment où ce que tu consommes en contient moins, c'est le plus important. Et ça vaut pas que pour le cadmium, hein. On fait aussi ces recherches pour tout un tas d'autres métaux lourds. Donc c'est un domaine qui est assez actif, mais les applications, elles sont encore relativement limitées à l'échelle de la production alimentaire de masse. Maintenant qu'on a vu comment réduire la teneur dans les aliments, on va regarder est-ce qu'on a des leviers, hein, au niveau de l'absorption? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau digestif? Là, c'est à ce moment-là que la biochimie devient vraiment très intéressante. Donc j'en parlais tout à l'heure, hein, le cadmium emprunte les mêmes transporteurs que le fer et le zinc. Donc on a une forme de compétition entre ces minéraux et le cadmium qui est bien documentée. Donc être en bonne santé, en tout cas avoir un bilan ferrique qui est optimal, donc avoir des bonnes réserves en fer, hein, ça va réduire l'expression de DMT1 et donc réduire l'absorption du cadmium. On a Berglund et Hall qui l'ont montré directement chez des femmes non fumeuses dans leur étude de 94 et on a effectivement, hein, des femmes qui, si elles ont des réserves en fer plus basses, avaient des concentrations sanguines de cadmium plus élevées. Donc c'est pas une raison de se supplémenter en fer sans indication, attention, hein, parce que le fer en excès va générer lui-même un stress oxydatif, mais par contre corriger une carence avérée en fer, ça reste une priorité, et ça a un effet secondaire, hein, qui est pour le coup bénéfique, c'est celui de limiter l'absorption du cadmium. Et donc quand je parlais de stratégie par exemple tout à l'heure, si on a une femme par exemple en carence martiale, effectivement peut-être temporairement le temps que ça soit réglé, réduire, adapter toutes ces stratégies alimentaires, réduire drastiquement pour réduire drastiquement la teneur en cadmium des aliments qu'elle consomme, le temps de répléter les réserves en fer, ça peut être une stratégie temporaire. Encore une fois, il faut réfléchir et voir si c'est adapté. Après le fer, on va aussi avoir le zinc, hein, qui va rentrer en compétition avec le cadmium pour ce DMT1 et pour d'autres transporteurs également. On a pour le coup là des données animales et des mécanismes qui sont bien décrits et qui montrent qu'un apport en zinc suffisant va pouvoir réduire la rétention du cadmium. Donc là aussi, c'est pas une invitation à se sursupplémenter massivement en zinc, parce que ça aussi, ça peut avoir des effets délétères à haute dose, mais par contre, de s'assurer d'un apport alimentaire correct en zinc, là, ça devient pertinent. Ensuite, on va avoir le calcium. Donc le calcium, lui, il va rentrer en compétition avec le cadmium pour son absorption intestinale via différents canaux calciques qui sont présents dans l'épithélium intestinal. On a des études expérimentales et des données observationnelles qui sont cohérentes l'une avec l'autre, et l'idée c'est qu'un apport en calcium adéquat va pouvoir réduire l'absorption du cadmium. On a encore une fois Akeson dans leur revue de 2009 qui ont mentionné explicitement que les facteurs nutritionnels, dont le calcium, va venir influencer la biodisponibilité et la rétention du cadmium. Alors par contre, on n'a pas grand-chose en termes de données interventionnelles, hein, chez l'homme, donc l'implication elle est quand même assez modeste. On peut tout simplement se dire que d'un point de vue des données expérimentales et préliminaires plutôt qu'on a, consommer des sources de calcium, donc c'est-à-dire
des produits laitiers si tu les tolères. Certains légumes verts riches en calcium, le tofu, certaines eaux minérales, le corail sango aussi, qui est un excellent complément si tu as des problèmes pour avoir tes niveaux de calcium adéquats. Par exemple, si tu manges pas du tout de produits laitiers, etc., etc. Bref, il y a plein de solutions, mais en avoir régulièrement dans les repas qui contiennent justement du cadmium dans le repas, hein, bah, ça pourrait être une stratégie mécanistiquement rationnelle. Donc ça, c'est pour ça que je parle de données relativement faibles. Mais quand on regarde un petit peu la mécanistique, on peut assez intuitivement se dire, OK, si on a du calcium régulièrement dans l'alimentation, on va pouvoir réduire l'absorption de ce repas, l'absorption de cadmium de ce repas. Et on pourrait se faire un petit peu la même logique avec le fer et le zinc, hein, ok. Il n'y a pas que dans des situations de déficit où ça peut être pertinent. En avoir régulièrement, ça peut aussi être une stratégie qui est intéressante. Et j'en parlais tout à l'heure, hein, quand je reviens sur le calcium. Dans la maladie Itai-Itai, hein, la carence en calcium, c'était un facteur aggravant dans cette maladie. Et les femmes japonaises qui étaient atteintes, bah, elles étaient souvent en déficit calcique et ça amplifiait à la fois l'absorption du cadmium et la décalcification osseuse. Donc c'est vraiment une épée à double tranchant, on va dire, qu'on va vouloir éviter. Maintenant, autre stratégie, ça va être les fibres alimentaires et en particulier les fibres solubles. Pourquoi? Bah, parce qu'elles peuvent chélater certains métaux lourds dans la lumière intestinale. Attention, hein, pas dans le sang, une fois que c'est absorbé, c'est trop tard. Mais tant qu'elles sont dans la lumière intestinale, elles vont pouvoir réduire leur absorption. Et ça, c'est un petit peu la silver bullet, hein, dont je parlais avec les légumineuses, notamment les haricots, qui ont cette capacité, hein, via leur grande quantité en fibres solubles, de diminuer l'absorption de tout un tas de composés problématiques, hein, donc pas que des métaux lourds, je pense à certains xénoœstrogènes, à tout un tas de choses finalement. Euh, et c'est ça aussi qui rend le côté intéressant de ces fibres solubles et de ces haricots par exemple. Et je pense que c'est au moins en partie pour ça qu'ils sont significativement associés à une plus grande longévité dans les populations qui en consomment régulièrement. C'est pas que l'aspect nutritionnel. Alors oui, il y a des glucides complexes, des protéines, il y a des polyphénols qui sont intéressants, un aspect micronutritionnel aussi qui est intéressant, mais il y a surtout une grande quantité de fibres solubles. Ça fait partie des aliments qui en contiennent le plus. Et le mécanisme le plus intéressant, en tout cas un des plus intéressants des fibres solubles, c'est leur capacité à chélater tout un tas de molécules problématiques et de les éliminer, hein, parce qu'elles les chélater, c'est-à-dire les bloquer, les emprisonner, empêcher leur réabsorption, et donc favoriser leur élimination du corps. Donc là, je pense par exemple à la pectine aussi, hein, parce que là, je parle d'haricots, mais la pectine, on va en avoir en petite quantité dans les pommes. Certains bêta-glucanes aussi, attention, l'avoine va vous tuer. Évidemment que non. Si tu le tolères, c'est aussi une raison supplémentaire d'en intégrer. Et si tu as de mal à le tolérer, encore une fois, généralement, c'est une question de préparation ou de quantité. Donc, expérimente. Ou si tu as des problèmes vraiment digestifs, etc., bien évidemment, essaye de les régler. On a par exemple, encore une fois, notre Berglonéol en 94 qui a observé une tendance qui est intéressante. Alors, elle n'était pas statistiquement significative dans l'étude, mais on avait quand même une tendance intéressante entre une association entre un apport en fibres plus élevé et des concentrations sanguines de cadmium légèrement plus basses. Donc ça, pareil, quand on connaît la mécanistique des fibres, notamment des fibres solubles, même si l'association est assez faible, il y a pas de, ça sort pas au niveau des statistiques, hein, ça reste intéressant de le mentionner. On a les données humaines qui restent généralement insuffisantes pour des recommandations chiffrées précises, on va dire, mais de toute façon, une alimentation qui va être plus riche en fibres, ça reste une stratégie de réduction d'exposition aux métaux lourds qui est mécanistiquement cohérente, et comme je le disais, ça ne concerne pas que les métaux lourds. Ensuite, on va voir les polyphénols, hein, présents dans les fruits rouges, le café, le thé, etc. Donc ces polyphénols, là, ça reste des études in vitro, mais je trouvais que c'était intéressant quand même. On a encore une fois, des études in vitro qui montrent qu'ils peuvent former des complexes avec le cadmium et donc réduire sa bioaccessibilité. Donc là aussi, on reste dans le mécanistique, c'est à prendre avec de grosses pincettes, en termes de magnitude d'effet in vivo, évidemment, mais ça reste un signal intéressant. Et puis de toute façon, les aliments, bon, évidemment, sauf le thé et le café, mais qui contiennent des polyphénols, généralement vont aussi contenir des fibres, donc c'est juste une raison de plus de les consommer. Et ensuite, on a l'ironie de la situation, on va dire, le chocolat noir, hein, qui est à la fois une source de polyphénol aux effets cardiovasculaires bien documentés et autres effets intéressants sur la santé,
et une source de cadmium. Donc, est-ce que les polyphénols du cacao chélatent en partie, on va dire, le cadmium qu'il contient? Alors, pour le coup, je suis désolé de te le dire, mais on manque de données pour répondre à cette question. C'est l'une des zones grises que j'aime bien pointer, hein. Pourquoi? Parce que ça illustre bien la complexité et la réalité nutritionnelle. Donc, pour tous les fans de cacao, encore une fois, l'idée, c'est pas d'éviter le produit ad vitam aeternam. Il suffit déjà de mieux le choisir, encore une fois, comme je disais, en provenance d'Afrique, et ça posera pas de problème. Et enfin, on a la vitamine D qui joue un rôle, tu le sais très probablement, dans la régulation de l'absorption intestinale de plusieurs minéraux, notamment le calcium, hein, via tout un tas de protéines de transport, souvent calcium dépendantes. Et donc, on a des données expérimentales qui suggèrent qu'elle pourrait également influencer l'absorption du cadmium par ces mêmes voies. Bon, après, c'est des données qui sont assez insuffisantes, il n'y a pas grand-chose sur l'homme. Donc, de là à faire des recommandations directes, je ne m'avancerai pas là-dessus. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que quoi qu'il arrive, maintenir un statut en vitamine D qui est suffisant, bah, c'est pertinent pour de nombreuses raisons de santé générale, on va dire, et que ça semble pas être sans intérêt non plus dans le contexte de la gestion de l'exposition au cadmium. Donc, encore une fois, une pierre deux coups. Rien de magique, mais ça me paraissait intéressant de le mentionner quand même. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'absorption, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire l'absorption, on va se demander est-ce que maintenant on peut réduire le cadmium déjà accumulé dans le corps? Ça, c'est la vraie question difficile malheureusement, parce que si le cadmium il a une demi-vie de 10 à 30 ans dans les reins, tu te doutes bien que ça veut dire que l'accumulation est presque irréversible dans des conditions normales. On a la chélation thérapeutique, donc c'est-à-dire l'administration de molécules comme le DTA, le DMSA, le DMPS et autres, qui vont venir pouvoir fixer certains métaux lourds et derrière favoriser leur élimination, hein, soit via les reins, soit via la bile dans les selles. Donc ça, c'est une approche qui est utilisée en médecine pour les intoxications généralement aiguës ou sévères, pour certaines intoxications chroniques également, mais c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que les métaux lourds sont des toxiques lésionnels, je parlais du cadmium tout à l'heure, et de l'accumulation en intracellulaire, hein, dans les cellules rénales, et de nombreux chélateurs, ça on en parle peu, hein, je pense au DMPS par exemple, bah, c'est des chélateurs extracellulaires. Donc ils n'ont aucun impact sur la concentration en intracellulaire, si ce n'est augmenter l'élimination, on va dire, de ce qui est en circulation en extracellulaire, ce qui va derrière, par effet de gradient, pouvoir favoriser le relargage, entre guillemets, des toxiques, des métaux lourds toxiques qui sont stockés en intracellulaire. C'est tout. Il y a certains chélateurs qui pourraient avoir un effet intracellulaire, mais la chélation, c'est très très compliqué, c'est assez dangereux, parce qu'on va pouvoir aussi, paradoxalement, quand on les utilise, bah, augmenter la circulation de ces métaux lourds-là et paradoxalement augmenter la toxicité à court terme. Donc ça, c'est assez complexe, hein. La chélation du cadmium, c'est une procédure qui ne fait pas exception, qui est assez complexe aussi. C'est réservé à des cas d'exposition professionnelle ou environnementale sévère généralement et sous supervision médicale, bien évidemment. Est-ce qu'il existe des approches plus douces, plus accessibles, susceptibles de mobiliser ou d'éliminer une partie du cadmium accumulé? Et là, bah, on rentre dans un territoire un peu gris où les données sont beaucoup moins robustes et il faut être très prudent, hein. On a, j'en parlais tout à l'heure, notre métalloctionéine qui est une molécule entre guillemets protecteur et qui va venir séquestrer le cadmium. Et donc on a des études animales qui ont montré que des apports en zinc pouvaient induire la synthèse de cette métalloctionéine. Hein, le zinc, c'est un inducteur connu de cette molécule-là. Donc ça pourrait théoriquement réduire la fraction du cadmium libre et donc sa toxicité cellulaire. Mais encore une fois, ça ne signifie pas qu'on élimine le cadmium, on va juste le séquestrer différemment. Les doses de zinc en plus nécessaires pour avoir ce type d'effet, c'est de très fortes doses, hein. Ça va dépasser les apports alimentaires habituels. Donc, il y a potentiellement d'autres problèmes qui peuvent se développer derrière. On a évidemment tout ce qui va être prévention de façon générale, comme l'activité physique, qui va améliorer la fonction rénale et potentiellement pouvoir favoriser une éclairance légèrement plus élevée de certains métaux. Mais encore une fois, sur le cadmium, accumulé dans le tissu rénal lui-même, ça reste assez marginal à la lumière des données qu'on a aujourd'hui. Donc, honnêtement, à ce jour, il n'y a pas réellement de stratégie nutritionnelle ou de lifestyle, on va dire, bien validée chez l'humain pour réduire significativement la charge en cadmium déjà accumulée dans les reins. On pourrait parler, par exemple, de sauna, de transpiration, mais encore une fois, ça va être l'élimination du cadmium en circulation. Donc, tout ce que ça va favoriser, un petit peu comme le DMPS, c'est potentiellement un relargage accru de l'intra vers l'extra par effet de gradient et donc, cette pratique-là, cumulée sur des dizaines d'années, peut-être qu'on pourrait avoir effectivement
plus d'élimination, mais encore une fois, ça peut venir à un coût étant donné qu'on remobilise et que quand on remobilise de l'intra vers l'extra, on prend le risque de causer des dégâts au passage. C'est pour ça que la chélation, c'est une science qui est assez complexe et potentiellement dangereuse. Donc la donnée la plus importante, c'est la prévention, c'est-à-dire limiter l'exposition au long cours, à commencer dès maintenant. Et c'est peut-être la conclusion la plus utile de cet épisode finalement, c'est la prévention vaut beaucoup plus que la correction. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retenir de toutes ces stratégies? Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Première chose, pas de panique. Ok, le cadmium alimentaire, dans un contexte d'alimentation variée, chez un individu qui est sain, sans exposition professionnelle, c'est pas un danger immédiat. Le problème, c'est l'accumulation chronique sur des décennies et les effets cliniques significatifs, ils vont apparaître généralement pour des expositions élevées ou surtout très prolongées dans le temps. Deuxième chose, la diversification alimentaire, c'est probablement la meilleure des protections. Ne pas manger exactement les mêmes choses tous les jours, ça va réduire mécaniquement le risque d'accumulation lié à une source unique. Troisième chose, s'assurer que ton statut en fer, en zinc et en calcium est adéquat et pourquoi pas en avoir une source adéquate, on va dire, dans la plupart de tes repas pour répartir les apports. Pas d'excès, pas de déficit. Fais un bilan biologique avec ton équipe médicale tous les ans, par exemple, si tu es une personne à risque de carence. Je pense notamment, encore une fois, aux femmes en âge de procréer avec peut-être des menstruations abondantes, ce genre de choses. Ça, c'est une bonne stratégie. Quatrième chose, pour le riz, les pommes de terre et autres céréales, parce qu'on peut extrapoler les données, je pense, vis-à-vis de ce qu'on sait sur le riz, si surtout, ça, c'est des aliments centrales de ton alimentation, que tu manges beaucoup, tu peux décider d'utiliser un grand volume d'eau, de cuisson, j'entends, et de jeter l'eau derrière. Ça peut être une stratégie qui est pertinente. On a, encore une fois, chez le riz, une diminution, c'est un effet qui est modéré, mais on parle quand même de 20 à 35% de réduction selon les données. Donc ça reste un petit effet, mais qui est réel. Alors ça ne veut pas dire que tu ne pourras plus jamais cuire ton riz comme tu l'aimes avec juste un tout petit peu d'eau ou faire des pommes de terre au four, par exemple, encore une fois, bien évidemment. Mais voilà, ça peut être des stratégies que tu peux décider d'intégrer, peut-être de faire une consommation majoritaire de ce type de cuisson-là, si tu es vraiment inquiet de l'exposition, et quand même, évidemment, de te faire plaisir sur d'autres modes de cuisson derrière. Cinquième chose, ne pas tomber dans le piège du zèle excessif avec les super aliments. Et je mets des gros guillemets autour, parce que bon, c'est pas un terme que je supporte grandement, on va dire, mais au moins ça parle à tout le monde. Et pourquoi ça peut être problématique, ces super aliments? Parce qu'ils vont pouvoir concentrer parfois plus de polluants. Par exemple, le cacao, j'en parlais tout à l'heure, à forte dose et d'Amérique du Sud, ça peut être problématique. Les abats aussi, principalement les rognons, donc les reins, mais également le foie, voilà, chaque semaine, plusieurs fois par semaine, etc. À éviter. En fait, ces aliments, c'est toujours la même chose, ils ont de vrais bénéfices, ça reste des sources intéressantes en termes de micronutrition, mais étant donné qu'ils viennent aussi avec des risques, ça se réfléchit, ça se consomme avec mesure finalement et en rotation. Et enfin, bien évidemment, ne pas fumer ou si tu fumes, arrêter de fumer. Ça va rester l'intervention la plus efficace pour réduire ton exposition au cadmium si tu es fumeur. Bon, c'est pas le sujet de cet épisode, mais c'est une donnée qu'on ne peut pas passer sous le silence parce qu'elle est pour le coup très pertinente. Alors, la leçon principale, c'est quoi? C'est que le cadmium, c'est un accumulateur silencieux. Il n'a pas d'effet aigu notable aux doses alimentaires habituelles, mais il s'installe, il s'accumule sur plusieurs décennies, il peut contribuer à certaines dysfonctions, notamment rénales, et ça peut éventuellement passer inaperçu jusqu'à ce que la réserve fonctionnelle soit significativement entamée. Et c'est pour ça que la prévention reste la meilleure des armes, entre guillemets. Comprendre ça, c'est comprendre pourquoi la nutrition de long terme est tellement différente de la nutrition de court terme. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur le LDL. Encore une fois, c'est pas ce que tu manges pendant 6 semaines qui va déterminer ton capital santé à 60 ans. C'est ce que tu manges, comment tu vis, quelles expositions tu accumules pendant des décennies entières. Voilà, donc j'espère que tu as un œil un petit peu plus global et que tu as compris la problématique autour du cadmium. Comme d'habitude, c'est vraiment ça l'objectif de NutriCode. Prendre le temps de comprendre là où tout va trop vite ailleurs et particulièrement sur les réseaux. Si tu apprécies ce format et que tu veux suivre les prochains épisodes, tu peux évidemment t'abonner à NutriCode sur Spotify, me laisser une évaluation, ça aidera vraiment le podcast à se développer et ça me fera très plaisir aussi. Et on se retrouve, nous, dans le prochain épisode pour continuer à décoder la nutrition, le sport et la santé appliqués à la vraie vie.